Thank you very much, Sandra, and welcome everyone to this webinar organized by the CAFAG Task Force focused on the protection of children, recruited by armed groups and by organized criminal groups. The aim today is really to bring together experts, as Sandra said, and practitioners to learn about similarities and differences between situations of armed conflict and armed violence, and really create a collaborative dialogue which hopefully will enable us to share best practices and innovative solutions from both contexts. While it will definitely not be possible to exhaust this complex discussion in the next hour, the objective is really to get the conversation going and hear from different actors, areas of expertise, enhance the understanding and share experiences that can help us advance and promote the rights and well-being of children in these precarious situations. To achieve this, we will have presentations by 3 panel members and followed by a short Q&A. De 3 membres de panel ici, qui va être suivi par une période de questions et réponses. Et donc, on va avoir... Donc, je vais présenter la première personne ici du membre des panels. Donc, Vanessa Murphy, qui est une juriste ici. Donc, il va partager des informations sur le cadre légal qui est trait justement aux enfants dans les groupes armés et les forces armées en contexte avec les conflits armés et dans l'application des organisations criminelles. Donc, Vanessa, je vais vous donner le plancher, je vais vous donner la parole à vous. Merci. Donc, merci beaucoup, Catherine, et je vais partager mon écran. Donc, si vous pouvez me donner un petit signe pour voir si vous voyez mon écran. Donc, super, merveilleux. Merci pour la présentation et merci pour m'avoir invité sur ce webinaire. Donc, j'ai 15 minutes de survol, comme Catherine a mentionné, sur le cadre légal, la ligne directrice, justement, pour les enfants recrutés par des groupes armés et des groupes criminels organisés. Donc, pour débuter et pour un peu faire un cadre de notre discussion, je vais commencer par, dans le fond, une ligne directrice. Donc, juste pour vous expliquer le cadre. Donc, c'est juste les critères différents juridiques ici, qui sont soit les conflits armés ou des groupes organisés ou des groupes criminaux. Donc, c'est vraiment des réponses programmatiques qui sont différentes. Dans les 2 conflits différents et dans d'autres situations également, la violence peut faire, dont les enfants sont sujets peuvent être similaires, mais il y a des mêmes degrés de violence, le même niveau de stigmatisation, les conflits avec la loi et potentiels également. Et la réponse avec ces programmations n'a pas nécessairement changé, même les critères légaux non plus. En fait, pardon, le cadre légal, les critères légaux vont changer par contre. Le deuxième point, donc, qu'est-ce qui est différent ou généralement? Donc, il faut s'abstenir de tirer des conclusions générales dans le cadre juridique qui est le meilleur. Donc, ça, c'est vraiment un contexte spécifique, une évaluation à faire, en fait, si les enfants bénéficient ou sont exposés à des risques différents, dépendamment de ces cadres différents, dans ces contextes différents, donc, ou particuliers. Donc, juste pour prendre un exemple, la comparaison de la Colombie, où les enfants qui sont associés à des groupes armés spécifiques peuvent bénéficier de réintégration ou des programmes de démobilisation. Donc, l'association avec l'étiquette de cet enfant, justement, dans ce contexte, peut avoir des bénéfices. Et si on compare ça, par exemple, à des enfants qui sont associés à des gangs, par exemple, à ce moment-là, ne vont pas nécessairement avoir les mêmes bénéfices potentiels. Ça peut être vu comme quelque chose de positif avec l'étiquette CAFAG, mais dans le contexte ici présent, par exemple, dans le nord-est de la Syrie, les enfants qui sont associés avec l'étiquette CAFAG dans ces contextes, surtout dans le groupe d'État islamique, à ce moment-là, ils sont identifiés et perçus par le CAFAG. Ils vont peut-être avoir un sujet à la prostitution, de détention, des hauts niveaux de stigmatisation. Donc, ici, dans ces contextes spécifiques d'analyse, on a une évaluation à faire si cette étiquette va vraiment avoir des
cadres légaux différents dans ces différents contextes. Donc, ma présentation va vraiment faire l'emphase sur le cadre légal international, à savoir si c'est un conflit ou si c'est violence ou si c'est des groupes armés durant une guerre ou si c'est des gangs criminels. Dans ces deux différents cas, le cadre légal va être différent et le traitement de l'enfant également. Donc, ça va vraiment être un bon point de départ pour faire les évaluations. Si on saute ici sur la première catégorie, la première situation ici, et ici, ce que j'aimerais faire rapidement, c'est quand on parle d'un conflit armé existe, donc AFAG et les enfants qui sont associés à ces forces armées ou ces groupes armés sont protégés par la loi qui va avec les conflits armés. Et ce que je veux faire rapidement, c'est quand un conflit armé existe. Et la raison pour laquelle ça compte, c'est parce que quand un conflit armé est classifié et évalué, il y a vraiment des corps de loi qui sont engrangés à ce moment-là. La loi humanitaire internationale, à ce moment-là, la loi sur les conflits armés, et c'est vraiment des protections pour les enfants également. Et on va en parler dans une petite minute. Donc, c'est vraiment les plus basses normes d'utilisation de la force armée ou les restrictions de l'utilisation de force létale. Donc, dans certains cas, c'est juste selon la loi de tirer pour tuer. Donc, les combattants des forces armées et les membres qui participent directement dans les hostilités de groupes armés, c'est protégé par la loi de tirer pour tuer. Et dans le cas des enfants, ça veut dire également qu'ils sont exposés à des plus hauts niveaux de violence. Et ça serait peut-être pas la même chose si c'était dans un conflit armé et la situation où les droits humains internationaux, les normes de loi ici, où la force létale peut être utilisée ou non. Donc, c'est ici où la classification de conflit armé, si c'est en place, c'est là où les hauts niveaux de violence dont les enfants peuvent faire expérience de façon acceptée selon la loi. Donc, c'est là où il faut faire attention à ce moment-là quand on parle de conflit armé. Donc, légalement, quand un conflit armé s'applique, essentiellement, il y a un critère international bien établi et les gouvernements ont signé sous l'accord de la Convention de Genève et ça établit qu'est-ce qu'un conflit armé exactement. Il y en a deux types différents. Le premier, c'est un conflit armé international. Donc, on parle par exemple de la Russie contre l'Ukraine, par exemple. Ça, c'est un État contre un autre État. Et ici, le critère légal qui s'applique est assez simple. Donc, toute force armée entre les États. Donc, c'est suffisant à ce moment-là pour être un conflit armé entre États. Et la loi à ce moment-là internationale humanitaire s'applique immédiatement pour les conflits armés non internationaux. C'est un peu plus complexe à ce moment-là. C'est par exemple entre un gouvernement et les forces, par exemple, ou d'un ou deux groupes ou plus armés. Donc, c'est vraiment, à ce moment-là, un État contre un groupe armé. Dans ces cas, les critères pour déterminer s'il y a un conflit armé non international, il y en a deux, en fait. C'est un petit peu plus complexe, mais quand même pas si complexe. Le premier critère, c'est qu'il doit y avoir un taux de minimum d'intensité de violence. Et le deuxième, c'est que les parties impliquées dans le conflit doivent déterminer un niveau minimum d'organisation qui permette un plan pour avoir des opérations militaires. Donc, en premier, on doit regarder le niveau de l'organisation des groupes armés et les tribunaux criminels internationaux, à ce moment-là, vont développer beaucoup d'indicateurs pour évaluer quand c'est le cas. Par exemple, l'existence d'une structure de commande ou de règlement disciplinaire à l'intérieur du groupe, l'existence de maisons mères, le fait que le groupe contrôle un territoire ou ils ont l'habilité aussi d'avoir accès à des armes, de faire des programmes de formation et son habilité aussi de coordonner des opérations militaires et de parler d'une seule voix. Le deuxième critère, par exemple, si l'organisation des groupes armés
avec une intensité de violence entre le gouvernement et les forces du gouvernement et les forces du groupe armé. À ce moment-là, si c'est le nombre d'attaques, le territoire affecté, le nombre d'armes et le type d'armes utilisées. Par exemple, s'il y a, par exemple, des tanks donc à disposition des groupes, si le Conseil de sécurité des Nations unies est impliqué, à ce moment-là, le nombre de civils qui ont été blessés ou tués, doit quitter le territoire, ces critères, à ce moment-là, sont rencontrés de façon simultanée. À ce moment-là, ce n'est pas un conflit armé non international. Les lois humanitaires internationales s'appliquent à ce moment-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour la protection des enfants ou pour le recrutement des enfants en particulier? Les lois qui s'appliquent à la prévention, justement, du recrutement des enfants et l'utilisation dans les hostilités des conflits armés, il y a beaucoup de lois fortes à ce moment-là qui s'appliquent pour protéger les enfants, justement, de leur implication dans ces conflits armés. Et l'élément le plus important, c'est le protocole optionnel de l'implication des enfants dans ces conflits armés et ça s'applique dans le titre. Mais pour que ce soit efficace, ça doit également s'appliquer dans les moments de paix pour prévenir justement le recrutement des enfants durant le temps de paix également. Et ça, c'est le moment aussi quand il y a la violence armée qui ne va pas nécessairement arriver à un conflit armé. Il y a des protocoles optionnels à ce moment-là qui sont fournis pour la protection de certains enfants. Et à ce moment-là, l'article 22 ici est spécifiquement sur le recrutement des enfants dans les conflits armés, qui ont été des protocoles ajoutés à la Convention de Genève, fait justement face et empêche le recrutement et l'utilisation des enfants dans les hostilités sous l'âge de 15 ans et la Convention des droits des enfants, évidemment, l'article 38 ici, sur les conflits armés. Donc, la Convention 182 des pires formes de travail d'enfants justement fait une prohibition sur le recrutement forcé des enfants pour l'utilisation des conflits armés. Et les principes de Paris contient également beaucoup de normes qui ont été engagées par 100 États sur la prévention et la réintégration des enfants et qui ont été recrutés par l'État dans les forces armées. Donc, ça, c'est vraiment un survol du cadre légal qui protège les enfants dans les situations de conflit armé, donc dans le temps de guerre. Mais ça, c'est une protection pour les enfants qui, certaines situations, donc impliquent des hauts niveaux de violence quand on a la lentille donc humanitaire et la violence entre des groupes qui s'appellent un peu des gangs et des groupes criminels organisés ici. Il y a un nombre important de provisions juridiques ici qui protègent les enfants de l'implication dans ces activités. Donc, vous voyez ici sur l'écran, ça a été ratifié par la plupart des États principaux sous l'article 39 de la Convention des droits des enfants, qui dicte à ce moment-là que tous les enfants qui sont victimes de négligence, d'exploitation ou d'abus, l'exploitation veut dire l'utilisation pour le gain des autres. Donc, évidemment, ça implique les activités des enfants dans certains groupes organisés criminaux, aussi les abus des enfants qui sont exposés à cette violence à cause de cette implication. Si c'est le cas, sous l'article 39, ils ont le droit de promouvoir leur bien-être psychologique et physiologique et réintégration. Donc, ça, c'est vraiment une provision assez puissante à ce moment-là qui donc, est dans le protocole optionnel pour les enfants dans les conflits armés et dans la Convention des organisations de loi internationale. Ça a été ratifié par 187 États. Donc, ça empêche justement les formes les plus sévères de travail pour les enfants. Ça inclut l'implication des enfants dans les conflits armés et aussi les jeunes qui puissent offrir des activités illicites pour les enfants ou du travaux forcés. Donc, ça a été prohibé dans cette convention sous l'article 7 et donc l'assistance pour leur réhabilitation et l'intégration sociale et aussi du support pour l'accès à l'éducation. Le troisième point, le protocole des Nations unies
Donc, le protocole de traficage humain des Nations unies fait une prohibition justement sur le recrutement des enfants dans le but de l'exploitation et ça s'applique sur les offenses transnationales dans cette nature. Et finalement, et ça s'applique à tous les enfants dans les conflits armés et dans d'autres situations de violence. Tout enfant qui est chargé avec un acte criminel potentiellement à cause de leur affiliation perçue ou réelle d'un groupe. Ils ont un traitement garanti sous la loi internationale des normes par rapport à une justice juvénile et justice des enfants, l'article 30 et 40 de la Convention des droits des enfants et les normes minimums des Nations unies sur la justice des enfants, les règlements de Beijing et ce sont vraiment en détail toutes les normes sur la justice pour l'enfance. Donc, si on fait un sommaire ici à gauche, vous avez la loi qui s'applique dans les conflits armés, en particulier la loi sur le recrutement des enfants. Et en droite, vous voyez d'autres situations de violence, la loi qui empêche l'implication des enfants ou l'exploitation ou activités illicites qui sont inclus justement ici. Donc, vous voyez également opaque, le protocole optionnel pour les enfants qui s'applique dans les conflits armés ou dans d'autres situations de violence, parce que si vous y pensez, les États armés, les forces des États armés recrutent des combattants durant les périodes de paix et ils doivent avoir un protocole optionnel à ce moment-là qui est nécessaire à appliquer en temps de paix. Et ça ne peut pas parce que les armées sont donc recrutées avant que les conflits armés peuvent débuter. Donc, ce recrutement des enfants devrait être prohibé à tout moment, en incluant dans temps de paix. Et ça devrait être une pratique claire qui est sous les comités des droits des enfants à ce moment-là. Un peu la loi, un peu la partie un peu grisaillée, si vous me permettez, donc de la loi ici, c'est que la signification de groupe armé la définition n'est pas utilisée comme protocole optionnel. Par exemple, des groupes d'arts martiaux n'est pas appliqué dans les groupes de chasse, par exemple, ce n'est pas appliqué. Donc, c'est pas clair. On ne traite pas à ce moment-là le terme de groupe organisé criminel. C'est pas vraiment défini dans certains traités des Nations unies. Donc, un minimum d'interprétation raisonnable à ce moment-là ici est nécessaire. Il y a un niveau de violence qui risque d'être étendu aux conflits armés et d'autres groupes armés à ce moment-là peuvent recruter et il y a un risque à ce moment-là que les enfants peuvent être utilisés dans certaines de ces hostilités. Deux points finaux, c'est que la justice juvénile à ce moment-là a des prérequis et des obligations pour ne pas utiliser un enfant ou de détenir un enfant en dernier ressort seulement, donc en détention, pour regarder à des procédures alternatives de détention, donc que ce soit dans des conflits armés ou dans d'autres situations de violence. Et finalement, la réintégration, les prérequis de réintégration dans la Convention des droits de l'enfance, dans la Convention, s'applique également aux enfants dans ces deux circonstances. Et juste pour faire une conclusion dans ces deux points finaux, c'est clair que dans ce cadre ici, la réintégration et le droit des enfants impliqués dans les conflits armés ou impliqués dans les gangs d'organisations criminelles, ils ont le droit à ce moment-là à une obligation de justice juvénile. Et la politique recommandait à ce moment-là d'utiliser pour les enfants associés aux forces armées et aux groupes armés. Donc, la violation était contre eux, mais ils étaient impliqués dans ce groupe. Ils ne devraient pas être prosécutés par cette association. C'est une recommandation à ce moment-là qui peut, à ce moment-là, s'étendre aux enfants associés avec des groupes d'organisations criminelles. Dans les deux situations, ça serait utile à ce moment-là de faire une évaluation du cadre légal national. Donc, merci infiniment et je retourne la conversation vers vous, Catherine, et j'ai vraiment hâte de continuer la discussion. Merci beaucoup, Vanessa. C'était tellement clair, cette articulation entre les deux
la différence entre les cadres légaux à ce moment-là et pourquoi leur portée, leur application à ce moment-là est importante et ça devrait être utile. Et je peux voir à ce moment-là comment défendre ça dans nos interventions, nos stratégies. Et maintenant, on va passer la parole à Gary. Gary est un spécialiste donc politique de l'UNICEF et il va discuter des tendances justement d'écart d'apprentissage qui a trait aux enfants et leur implication des organisations donc dans la violence organisée, pardon. Merci beaucoup, Gary, à vous. Merci infiniment, Catherine. Je vais juste essayer d'amener mon document juste ici. Est-ce que vous le voyez? Merci beaucoup. Donc, comme Catherine l'a mentionné ici, c'est une partie de l'UNICEF. C'est une unité stratégique ici. Quand on a approché ce sujet, on regardait un peu ce qui arrivait à l'horizon en ce qui avait trait aux enfants dans le cadre de violences organisées, surtout donc le sujet d'aujourd'hui, l'implication des enfants dans les groupes armés ou dans les groupes comme les gangs, par exemple. Quand on a débuté, on a juste pris note ici que c'est qu'il y a un environnement mondial en mutation et que ça faisait un impact sur les enfants et leur implication dans les organisations violentes. À ce moment-là, on a vu justement les conflits armés de longue durée qui persistent ou sont gelés. Et je pense que vous voyez ici, potentiellement, on devient un peu de moins gelé et en fait, ça s'intensifie. On voit justement que le climat, il y a des nouveaux, il y a une évolution de la situation géopolitique qui augmente un peu, qui sont les directeurs du conflit. Et le rôle aussi des nouvelles technologies dans l'application militaire, on voit les robotiques, la surveillance robotique, les types de technologies. On voit également les crimes transnationaux qui augmentent des différentes connexions, justement, qui se mettent en place et la volatilité dans le monde aussi de ces groupes violents qui changent également, ils changent leurs tactiques, ils changent leur façon d'être organisés également. Et du côté des enfants, on voit deux nouveaux groupes d'enfants qui sont affectés, la génération Z et la génération alpha. La plupart d'entre eux, ça va être la première génération qui va être complètement confortable avec le monde en ligne. Et c'est lié à ça. Et les études nous démontrent que nous faisons face également à des niveaux élevés de dépression. Je vais juste fermer ma vidéo parce que j'ai une petite lumière de mon côté. L'idée ici était de développer, je pense, la paix et de regarder un peu cet environnement international et d'essayer de comprendre comment l'expérience des enfants avec les types de groupes violents changeait. Et ce que nous avons fait, c'est que ce n'était pas limité à un type d'implication ou un autre, mais plutôt d'essayer de construire une approche cohérente qui pourrait justement un peu défaire un peu les silos. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a différentes communautés de pratiques qui travaillent avec différents types d'enfants et différents groupes. Et quand on parle de groupes criminels organisés, des gangs, on tend à avoir des gens qui travaillent sur la justice criminelle et des gens qui travaillent particulièrement dans ce domaine ou évidemment, ceux qui travaillent avec des enfants qui sont associés avec des groupes de forces armées, on a à ce moment-là des contextes différents. C'est plutôt des gens qui ont travaillé avec le travail social, la protection de la jeunesse. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est qu'ils ont essayé de défaire les silos et d'ouvrir cette discussion et d'identifier peut-être ces tendances qui sont soulevées. Et c'est un processus qui a impliqué une révision de tout ça. Et ça n'a pas été complet, mais on a essayé de vraiment construire le matériel à ce moment-là depuis les 5 dernières années. On a eu un processus de consultation, donc en Florence, en Italie, et c'est le bureau duquel je travaille en ce moment. Et ça a amené différents experts ensemble de différents domaines, de la criminologie, psychologie, qui travaillent ensemble pour le contre-terrorisme et dans des contextes d'extrémisme, violence. Donc, des gens qui travaillent avec
les mêmes types de groupes, que ce soit des enfants qui proviennent de gangs, des enfants qui ont été sous des groupes d'armées. Donc, c'est juste une révision ici qui n'est pas complète, mais c'est juste pour vous donner un peu d'eau au moulin ici pour générer ce type de conversation. Donc, ici, vous allez être très familier ici avec ce petit euh, un petit graphique ici. Donc, vous voyez ici, on a débuté le modèle socio-biologique que vous voyez avec les niveaux interpersonnels, donc la famille, la société de pairs, la société légale, nationale, et ce type de macro-politique. C'est le modèle qu'on utilise pour essayer de vraiment défaire à ce moment-là comment les enfants sont affectés par tous ces types d'implications. Ensuite, on a essayé de regrouper ensemble les différents types de vulnérabilité sous les 4 points principaux du modèle. Vous allez voir, il y a un grand type de vulnérabilité ici. Je vais passer à travers quelques-uns d'entre eux dans la prochaine diapositive, mais le plus important ici, c'est ce que je pense que Vanessa a mentionné à propos du contexte légal ou la situation du conflit ici. On doit également regarder le contexte dans lequel l'enfant est recruté. Toutes ces variables vont changer basées du contexte et basées de l'enfant et sa situation familiale personnelle. Et je passe à travers justement 3 de ces points-là pour justement soulever des points intéressants qui pourraient être intéressants à vous à prendre en considération dans vos analyses. Le premier, c'est les risques facteurs individuels. Donc, la chose qui était soulevée vraiment en premier, c'était l'identité de l'enfant dans les groupes armés, mais aussi dans les groupes criminels organisés. C'est que les enfants ont des problèmes autour d'identité individuelle, mais aussi collective. Surtout les adolescents, ils veulent se séparer de leurs parents et créer leur propre identité. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont vulnérables et qui peuvent être attirés justement pour rejoindre ces groupes violents. S'il y a d'autres circonstances, par exemple, qui les poussent dans cette direction. Il y a aussi un facteur important autour de sentiments d'insignifiance personnelle et de manque de valeur. Ils sentent qu'ils ont une valeur ou non. S'ils se sentent insignifiants et remettent en question à ce moment-là la valeur qu'ils ont dans leur communauté, c'est là où ils sont même à se joindre ou vulnérables à être recrutés par les groupes organisés ou les groupes criminels organisés ou les groupes armés. Vous êtes familier également avec l'évolution du développement cognitif et ça fait vraiment une partie importante, justement. On continue à améliorer notre compréhension de ça. Et ça, je veux vraiment soulever ce point-là. Il y a pour les adolescents, prendre des risques, ça a été trouvé vraiment un facteur de risque, justement, pour les enfants qui sont impliqués dans les gangs et les groupes armés. Il y a de l'information qui émerge, qui est un facteur particulier, justement, qui s'appelle directeur de risque. Ils recherchent le type de récompense qu'ils reçoivent de ce type de prendre de risques et ça les rend encore plus vulnérables. Dans un contexte différent, il y a aussi des dynamiques de genre différentes qu'on doit regarder par rapport à comment les hommes et les femmes sont recrutés dans ces groupes armés et comment ils sont traités à travers ces groupes. Et aussi, la santé mentale et les problèmes neurologiques en faisaient partie également. Et il y a beaucoup de débats en ce moment jusqu'à quel point c'est un risque important ou non. Et la dépression était un sujet important, justement, qui était discuté de façon extensive. Dans les études, on a trouvé qu'il y a une très grande corrélation entre la dépression et l'attraction aux idéologies violentes. Et les trouvailles ici, c'était pas clair. Donc, dans tous les cas, on voulait éviter la stigmatisation que les enfants pourraient faire face s'ils ont une dépression, par exemple, et de leur implication avec les acteurs violents ou de devenir un acteur violent. Pour le risque de la part de la famille, père et communauté,
Je pense qu'ici, vous êtes familier avec tout ça et ça s'applique aux deux groupes. Au niveau de la famille, ce qui était très clair des études ici, c'est comment dans différentes régions, c'est l'importance de l'implication des parents auprès de l'enfant. Et ça, c'est vraiment des implications pour les programmes de parentalité, par exemple. Je pense que la plupart d'entre vous, vous travaillez là-dessus. Il y avait certaines études également qui pointaient en direction de l'implication du père, s'il était impliqué avec l'enfant ou s'ils étaient absents. Donc, si oui ou non, s'il était disponible de façon sociale, s'il était à la maison ou s'il avait été ailleurs pour travailler. Donc, les garçons, à ce moment-là, étaient un peu laissés à eux-mêmes et c'était un facteur de risque à ce moment-là dans les études qui pourrait être affecté par les conflits ou la violence criminelle. Et évidemment, l'opinion des parents sur les groupes violents également, si le supporte en fait que l'enfant se joint justement à ce groupe. Ça continue à être un problème. L'engagement de communauté également, c'est un point intéressant ici, c'est que le rôle de la communauté peut jouer un rôle important à ce moment-là en soutenant les groupes armés ou les groupes violents ou non. Et s'ils ont à cœur que leurs enfants ne participent ou non dans ces groupes armés ou pas. Et la communauté joue un rôle important également de protéger les enfants dans le recrutement dans ces groupes violents. Donc, à ce moment-là, si vous pouvez faire un support justement pour construire un système pour protéger l'enfant dans la communauté, ça devient à ce moment-là un élément complexe, un contexte intéressant. Donc, l'éducation et la religion jouent un rôle protecteur à ce moment-là et ça a été vraiment, l'éducation est vraiment encore plus, euh, pro- protège encore plus l'enfant, des enfants qui sont à risque justement de se joindre à un groupe violent. La religion peut jouer également différents rôles et ça, c'est vraiment contextuel dans certaines situations. La religion et l'éducation religieuse, à ce moment-là, peut créer des vulnérabilités additionnelles pour l'enfant. Également, les écoles et les endroits de culte peuvent en être également, donc dépendamment où l'enfant est situé. Et le dernier point, évidemment, c'est le facteur le plus influent, avec le plus d'influence à ce moment-là, c'est le groupe des pères, l'influence des groupes de pères. À ce moment-là, si les pères sont impliqués dans des activités qui impactent justement, où ça implique les enfants à ce moment-là dans ces groupes violents. Il y a une plus haute chance à ce moment-là que l'enfant s'impliquera dans cette gang ou ce groupe de violence. Donc, le dernier risque que je veux toucher aujourd'hui, c'est un risque important parce que c'est un peu le type de prévention de réponse qui fait partie de la discussion aujourd'hui. C'est comment ces différents groupes violents sont organisés et quelles sont leurs positions sur justement le fait que les enfants vont se joindre dans ces groupes. Évidemment, les enfants sont recrutés pour différentes raisons. Donc, si le groupe voit ou perçoit des bénéfices par ce groupe pour différentes activités, pour des avantages perçus, pour collecter des informations ou pour faire d'autres activités, mais cette étendue à ce moment-là doit être comprise à ce moment-là pour parler de prévention et de répondre à cette implication des enfants dans ces groupes violents. Et les règlements internes également et les procédures varient également. Certains groupes sont très organisés au long des lignes militaires, par exemple, s'il y a des règlements clairs, des procédures claires. Et comme mentionné, la commandeur en ce moment-là a des différentes capacités de contrôle et l'intervention à ce moment-là avec des groupes violents. Comment on peut justement augmenter la compréhension pour défendre justement les enfants dans l'interaction avec ces groupes. Euh, Quelquefois, les enfants vont se joindre pour des raisons idéologiques, mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Parfois, c'est vraiment beaucoup plus mondain comme raison pour se joindre et c'est à ce moment-là, qu'ils sont graduellement de plus en plus exposés à ces problématiques idéologiques. Et d'avoir une meilleure compréhension de ces implications et du processus serait important à ce moment-là pour la prévention et la réponse. Et ça serait lié justement au point sous-jacent ici sur la socialisation et le développement, l'identité collective de l'enfant. Et à ce moment-là, c'est une relation occasionnelle qui, à travers le groupe au début, et qui devient de plus en plus socialisée. Et à ce moment-là, ils peuvent s'identifier avec le groupe en tant que tel. Et le dernier point,
et qui est relié aussi à l'autre, c'est que différents groupes violents utilisent les médias sociaux et les stratégies en ligne pour recruter les enfants dans leur groupe. Et ça, c'est très important comme point et on doit avoir plus de recherches sur ce point-là. Différentes plateformes et points d'entrée qui sont utilisés et les classiques des médias sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, TikTok, Discord et autres. Mais il y avait également des discussions dans la littérature et dans les groupes d'experts pour les plateformes de jeux vidéo pour attirer les enfants dans des groupes violents. Et ça, c'était fait à travers les plateformes, en fait, de la fonction de chat ou de clavardage dans ces jeux vidéo à ce moment-là pour faire une approche directe avec l'enfant, que ce soit en groupe privé, groupe de discussion privé à ce moment-là, pour voir s'il veut se joindre au groupe ou faire des actes de violence. Et de ce lien à ce moment-là avec le monde en ligne et hors ligne. Ce qui est en ligne ne se traduit pas nécessairement immédiatement dans le monde d'action donc en vie réelle, mais il y a quand même une compréhension aussi qu'il y a un petit point où est-ce que ça passe de l'un à l'autre et donc pourquoi les enfants à ce moment-là prennent cette prochaine étape, de voir des choses en ligne et de faire partie de la discussion en ligne et de s'en impliquer dans les groupes violents hors ligne. Le rapport est parce qu'on n'a pas encore le processus de réponse de prévention ici, mais je ne vais pas en parler davantage ici. C'est juste que c'est les priorités de recherche et d'analyse qui ont été tirées ici du texte. Le premier point, et Vanessa en parlait, c'est de tirer parti des instruments normatifs relatifs aux droits de l'enfant. Et vous pouvez voir comment ça peut être appliqué. Donc, surtout comment ils peuvent être appliqués à l'implication des enfants dans les groupes organisés criminels. Donc, jusqu'où peut-on aller? Quel type de protection on peut fournir à ces enfants à ce moment-là avec les outils que nous avons, que ce soit à l'international ou au niveau national? Il y avait une meilleure compréhension également de la cause racine à ce moment-là, de l'implication des enfants dans la violence organisée, que ce soit avec les gangs ou avec les groupes armés, non nationaux. À ce moment-là, on voulait juste voir ici 10 types de groupes ici qu'on a regardé et on devrait justement, on a parlé un peu d'organisation, de réseau d'organisation, mais les groupes qui ont des présences physiques, mais il y a des groupes qui sont en ligne, qui essaient d'inciter à la violence avec les enfants et ça, c'est avec ces communications en ligne. Et ça serait important de garder de garder un œil là-dessus pour aller de l'avant, comme justement à cause de l'organisation de notre monde courant. Et le troisième point ici, c'est la prévention de l'implication des enfants dans la violence organisée. Donc, on devrait regarder différentes stratégies qui passent à travers les différents types de façons que les enfants peuvent devenir impliqués dans ces groupes violents. Et je pense va avoir une présentation sur ces points-là, donc sur la situation en Amérique latine. Et un peu plus tôt dans ma carrière, dans les Philippines, on a vu différents enfants, différents types qui sont impliqués dans différents groupes armés dans le sud des Philippines, que ce soit avec des groupes armés, qui faisaient partie de protéger des groupes politiques, des politiciens ou des clans et différentes façons que les enfants peuvent s'impliquer dans un domaine ou l'autre. Et le quatrième point ici, c'est de comprendre le recrutement d'enfants en ligne et le rôle de la technologie et comment ça va continuer à évoluer en incluant l'utilisation de l'IA. Et le cinquième point, le rôle des acteurs armés non étatiques et des réseaux qui encouragent la violence. L'idée ici, ça serait de créer des outils ou de continuer d'améliorer nos outils qui va permettre ceux qui sont impliqués dans la protection des enfants d'analyser différents types d'acteurs violents, peu importe la situation de conflit ou peu importe la situation de violence criminelle, de situation en ligne, pour avoir différents outils communs
pour vraiment faire ce type d'analyse et comment comprendre comment ces groupes sont organisés et qu'ils attirent les enfants. Le sixième point, c'est la libération et réintégration des enfants. Je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes à réviser ici, surtout le type de base de communautaire, la réintégration communautaire à ce moment-là, comment ça fonctionne avec différents types d'implications des enfants, surtout ceux donc des groupes armés, les groupes criminels qui font encore partie de la communauté où l'enfant demeure. Et encore une fois, ici, le dernier point, c'est le développement d'outils communs pour être utilisés dans différents contextes de conflits armés et de violences criminelles. Encore une fois, je voulais vous remercier tout le monde et merci à l'Alliance de m'avoir invité aujourd'hui à contribuer sur ce panel aujourd'hui avec mes collègues. Merci infiniment. Merci beaucoup, Gary. Donc, merci d'avoir partagé justement votre recherche et surtout, moi, j'ai vraiment adoré votre idée de défaire les silos, de nous, en fait, de défaire un peu le silence, justement, de tous les pratiquants qui travaillent dans différents secteurs de conflits armés et dans le secteur de la justice. Et vous avez regardé également différents risques à différents niveaux pour l'enfant, les pères, la famille et la communauté, comment leur rôle ils peuvent jouer un rôle, justement, pour améliorer et protéger les enfants et empêcher ces risques. Et merci, justement, d'avoir identifié où on a besoin de beaucoup plus de recherche à différents secteurs également. Donc, je vais faire attention au temps. Ici, je vais donner la parole à notre dernier panéliste, qui est Fernando Cobo, et qui est un professionnel d'Aqueco en Colombie, qui va parler des opportunités et stratégies pour améliorer la protection qui affecte les enfants, justement, dans les deux contextes basés, donc l'expérience à Calico. Donc, Fernando, la parole est à vous. Hola, buenos días. Bueno, buenos días desde bonjour. Bonjour ici de la Colombie. Merci beaucoup, Catherine. Comme elle a mentionné, nous sommes de la coalition contre l'implication d'enfants dans des groupes armés en Colombie. Nous sommes une alliance d'organisations de société civile qui travaillent pour la défense des droits d'enfants et adolescents qui sont impliqués dans des conflits armés. Donc, ces différentes associations apportent de leurs différentes expertises pour cet ensemble qui s'appelle Coalico. On a donc 4 volets. On a d'abord l'investigation, la supervision, où est-ce qu'on voit vraiment toutes les situations qui impliquent les enfants dans le pays avec des rapports semestriels. Nous cherchons aussi une façon de contribuer avec les communautés dans la société civile, les sociétés d'État, des institutions éducatives pour offrir des outils. Ensuite, on regarde l'impact politique ou est-ce qu'on regarde dans les gouvernements locaux pour qu'ils émettent vraiment des politiques favorables pour les enfants. Et enfin, c'est l'accès à la justice pour les enfants et adolescents victimes de conflits armés. Donc, on travaille avec des jeunes qui ont été recrutés pendant leur enfance et les familles qui sont touchées, on les accompagne dans leur processus donc de réintégration et nous faisons donc une représentation juridique. Ensuite, on a quelques approches des enfants dans les conflits et de violences armées. On sait que c'est une des pires façons d'exploitation infantile. C'est une violation des droits humains des enfants et adolescents. Quand on parle de recrutement, on s'adresse à ces deux situations. Un enfant est donc impliqué au conflit armé par son utilisation dans ce groupe. Donc, l'enfant est enlevé de son contexte de famille, est emmené dans ce groupe armé, on lui donne un uniforme, on lui donne une arme et on le forme dans la défense. Et c'est ainsi que l'enfant commence à acquérir l'expérience et
Ils peuvent donc ensuite l'impliquer vraiment comme combattant. Quand on parle de l'utilisation, on parle donc d'actions accessoires, le transport d'armes, ça peut être des enfants qui sont utilisés comme informateurs, la collecte d'extorsion. Donc, ils mettent des enfants pour s'occuper des extorsions. Et dans cette deuxième option, les enfants ne sont pas sortis de leur famille, mais à mesure qu'ils acquièrent l'expérience avec ces différentes actions, ils sont ensuite inclus dans le groupe. Et ensuite, on se retrouve dans une situation où est-ce que les enfants font face à ce lien qu'ils ont créé avec le groupe armé et deviennent alors partie du groupe. Et ce sont des groupes parfois qui se sont mobilisés, qui ont signé la paix en Colombie. Ça peut être des groupes organisés, des groupes armés organisés. Qu'est-ce qui arrive dans ce genre de recrutement? C'est une mutation du recrutement classique que nous connaissions déjà. Et dans ce genre de recrutement, l'enfant vit toujours avec ses parents, assiste toujours à l'école, mais commence à faire des gestes pour les groupes armés. Et ils répondent à une hiérarchie à l'intérieur de ce groupe et acquièrent donc l'expérience pour ainsi monter dans le groupe. Et ceci se convertit dans un des délits les plus difficiles, en fait, de suivre parce qu'il y a cette ligne très étroite qui les différencie des autres. Et dans ces cas particuliers où est-ce que les enfants font partie de groupes armés, la Colombie a une loi très spécifique. Il y a un programme pour enfants qui ne sont plus impliqués dans ces groupes armés et ils sont donc traités comme victimes, entrent dans une démarche de réintégration dans la société. Oui, Fernando, est-ce que c'est possible de parler plus lentement, s'il vous plaît? Dans le cas donc d'enfants qui sont retirés de ces groupes armés, dépendamment de du rôle qu'ils jouaient, parfois ils vont être jugés par le délit qu'ils ont commis et entrent donc dans le système de justice juvénile. Ils ne sont pas vus alors comme des victimes, ils sont vus comme des enfants qui ont commis un crime. Et ici, en particulier, c'est là où est-ce que j'aimerais faire une comparaison. Nous, comme Qualico, nous avons eu l'opportunité de travailler au Honduras et c'est là où est-ce que nous avons travaillé avec le Bureau des Nations Unies pour les réfugiés et on a fait une analyse de ce qui se passait. Donc, Honduras n'est pas un pays déclaré en conflit armé, mais c'est un pays qui présente aussi une situation où est-ce que les enfants sont utilisés ou sont recrutés par des groupes armés. Dans ces cas, donc, ce sont les gangs. Et ici, nous nous retrouvons avec des enfants qui sont utilisés pour des actions auxiliaires. Et à mesure que ces enfants acquièrent de l'expérience, ils commencent à être officiellement recrutés par ces gangs et donc exécutent ensuite des actions directes. Ce sont donc des groupes armés, mais qui ne sont pas liés à des questions politiques, mais parfois l'impact est beaucoup plus fort. Et ici, on a fait donc une analyse comment ce recrutement au Honduras est vu vraiment comme une traite de personnes. Et ceci marque une différence assez intéressante. Quand on voit ceci comme un délit, quand on parle de la traite de personnes, on fait toujours le lien avec l'exploitation sexuelle, mais on se rend compte que
les enfants ici qui étaient victimes de traite humaine reliée avec le sexe étaient toujours vus comme victimes, alors que les autres, non. Et dans ce genre de situation, on a vu alors qu'il existe des conditions où est-ce que beaucoup d'enfants sont victimes en Amérique latine. Dans beaucoup de cas, sont victimes de violences sexuelles, ils ne peuvent pas assister à l'école, une condition de pauvreté extrême. Certains doivent travailler, euh, font partie de familles dysfonctionnelles, ont été retirés et envoyés dans d'autres pays. Donc, on voit une série de causes structurelles pour la garantie de droits où est-ce que le groupe armé est vu comme une option pour répondre à ces besoins. Donc, on peut voir qu'à un moment donné, il peut y avoir un degré de volonté de la part de l'enfant de s'unir à ce genre de groupe, mais ce sont les circonstances qui l'obligent à prendre sa décision. Donc, en particulier, nous avons une situation qui a attiré beaucoup de notre attention à Coalico, c'est la situation d'enfants migrants qui arrivent à la Colombie à partir d'autres pays. Ils ne connaissent pas le contexte et finissent impliqués par ce genre, impliqués dans ce genre de groupe sans même le savoir. Pour conclure, nous avons certaines considérations et recommandations. Il est important que nous puissions établir un mécanisme de supervision qui nous permette au niveau régional à commencer à visualiser ce genre de situation et faire des suivis parce que dans beaucoup de pays ne se rendent même pas compte que ce genre de situation arrive. On sait que c'est clair qu'au Honduras et la Colombie, mais on voit qu'en Équateur, au Guatemala, on commence à voir ce genre de situation. Et nous avons travaillé avec le consulat du Chili en Colombie. Il disait aussi qu'il faudrait voir, parce qu'il considérait que ces situations peuvent arriver là-bas aussi. Euh, si on a une vision claire de ce qui se passe, on peut établir des mécanismes appropriés de prévention pour prévenir que les enfants participent dans ce genre de groupe. Ce qui est vrai également, c'est qu'il faut établir un mécanisme spécifique pour que ces enfants soient considérés comme des victimes de ces groupes et qu'on juge directement les personnes qui les recrutent et non les enfants, mais ceux qui les ont recrutés et qu'on établisse un mécanisme de réintégration pour ces enfants. Nous avons des mécanismes communautaires, des mécanismes d'État qui peuvent être très utiles dans ce genre de situation et aussi chercher des mécanismes de participation active d'enfants où est-ce qu'ils peuvent exprimer leur opinion et que d'une certaine façon, on puisse les voir comme des sujets de droit et non de protection. Merci beaucoup. Many thanks, Fernando, for your presentation. Merci infiniment pour votre présentation et d'avoir donc, vous avez partagé votre expérience de Calico et comment vous avez travaillé justement avec ces enfants qui sont recrutés par ces groupes armés et qui sont associés avec ces groupes criminels. Donc, et comment c'est applicable de façon différente dans ces cadres légaux, comme Vanessa a dit plus tôt. Donc, d'étendre justement que les enfants ne devraient pas être prosécutés par association, mais plutôt qu'ils devraient être défendeurs justement de ces situations, sont victimes justement de ces conflits armés à ce moment-là et l'étendue justement du contexte. Donc, merci infiniment. Merci. On a quelques minutes pour répondre peut-être une ou deux questions que nous avons dans le clavardage. Je ne sais pas si quelqu'un du panel aimerait répondre à une question. Peu importe l'intervention. Donc, peut-être un commentaire justement sur... Je vois peut-être question... Pardon, il y avait des questions quand le gouvernement a une habilité limitée justement de fournir une formation, une éducation
de haut niveau, justement, pour les enfants et que les enfants se joignent à ce moment-là à ces groupes parce qu'il n'y a pas d'autres opportunités. Je pense que ça, c'est vrai dans les deux contextes. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait justement répondre à cette question ou même justement les enfants qui doivent quitter justement des familles abusives ou qui veulent trouver des opportunités qu'ils ne peuvent pas trouver dans leur communauté normalement. Vanessa, please. Vanessa, donc oui. Est-ce que vous pouvez mettre votre micro? Merci beaucoup, désolée. Je pense que Fernando et Gary pourraient en dire davantage par rapport à l'aspect du programme et de la réponse. Du côté légal, c'est très clair qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles un enfant peut se joindre de façon volontaire à un groupe armé, que ce soit des facteurs qui les repoussent ou qui les attirent. Du point de vue légal et la majorité des cas, et certainement pour les groupes armés, sous l'article 4, le recrutement volontaire est prohibé. Et la raison pour cet aspect de prohibition, même sur le recrutement volontaire, c'est que même si l'enfant, ça a l'air d'une bonne idée dès le départ et que l'enfant, par exemple, doit fuir ses circonstances familiales, de famille, par exemple. Le niveau de violence à laquelle l'enfant peut être exposé à l'intérieur de ce groupe, des autres membres du groupe ou des activités de ce groupe est tellement grave. Même si au début, ça a l'air d'une bonne idée, le niveau de violence auquel ils vont être exposés dans le temps est un grand souci. Et donc, vraiment de soulever cette conscientisation sur les aspects à long terme. Et ça, c'est très important à faire. C'est pour ça qu'il y a cette prohibition légale du recrutement volontaire. Et je vais laisser ce point-là ici. Donc, Vanessa, est-ce que je peux continuer ici? Je peux donner la parole à ce moment-là. Est-ce que je peux faire une réflexion justement sur cette question-là dans le clavardage? Je pense que Vanessa a vraiment couvert ce point-là assez important. C'est très important à ce moment-là. Donc, peu importe qu'est-ce qui pousse l'enfant à se joindre au groupe, ça devrait être une violation des droits. Ça devrait être considéré comme une violation des droits, que ce soit de façon volontaire ou non, ou forcée. La violation du droit à l'enfant est le même. Il y a une question à propos de l'éducation et de l'emploi. Ce sont des facteurs importants qui ont été mentionnés plus tôt sur le rôle de l'éducation et la prévention à ce moment-là du recrutement est important. Mais le problème, c'est autour de l'emploi et de gagner, en fait, de gagne-pain à ce moment-là est très important, surtout pour les adolescents un peu plus âgés à ce moment-là, qui sont payés à ce moment-là pour faire quelque chose avec un groupe violent, par exemple. Et ça, c'est un point de défense important ici. Par exemple, ces gouvernements qui font des restrictions ou qui ne fournissent pas l'accès à l'éducation ou à l'emploi et de voir à ce moment-là s'il y a des améliorations qui peuvent être faites sur ce point-là et ça pourrait justement aider les problèmes de recrutement dans les groupes violents. Donc, il y avait une autre question aussi, Catherine, rapidement. Les chiffres mondiaux ici, c'est vraiment difficile de répondre à ces questions-là parce que c'est une population cachée. C'est des chiffres cachés dans la population. Si vous essayez de compter les enfants par maison, par exemple, c'est vraiment difficile parce que ça dépend qui a été arrêté, qui a été détenu. Il y a aussi du travail des personnes qui sont dans la communauté à ce moment-là. C'est vraiment de créer des chiffres mondiaux. C'est toujours été un défi pour faire un calcul des tendances. Et ça, c'est le travail qui est fait ici autour du monde à ce moment-là. C'est encore quelque chose qui est quand même des grands chiffres en ce moment. Donc allez-y, Fernando. Oui, donc je voulais aussi répondre à la question de Lisette. Comment vraiment visibiliser ces enfants qui sont recrutés dans des pays où est-ce qu'il n'y a pas de conflit armé? Un des mécanismes, c'est d'abord recueillir toute l'information pour essayer d'avoir
Où sont ces groupes? On sait qu'il y a ce mécanisme aussi de supervision et rapport de la résolution 1612 et ce mécanisme implique seulement, supervise les pays seulement qui sont en conflit armé. Et le secrétaire général des Nations unies peut déclarer ces pays dans la liste des pays d'inquiétude, comme c'est le cas de Haïti et l'Inde. Et donc, ce pourrait être une bonne stratégie de commencer à lister ces pays comme des pays à surveiller. It'll be impossible to bring all these threads together, but I'm going to try Ça serait difficile d'amener tout ça ensemble, mais je vais essayer de le faire encore une fois. Merci beaucoup à tous les panélistes pour toutes leurs interventions, surtout donc Sandra et Ahmed pour de la force de travail à ce moment-là qui ont organisé ça, cet échange important. Et ce que j'essaie de faire, c'est 3 points clés peut-être à garder en tête. Premier point, les lois internationales qui ont été établissent des obligations pour les enfants pour que les acteurs à ce moment-là impliqués répondent aux besoins des enfants dans les deux contextes. Donc, c'est une idée ici de vraiment regarder quels sont les différents cadres juridiques internationaux et nationaux et à ce moment-là de voir quelles sont les applications, qu'est-ce qui est applicable et qu'est-ce qu'on peut justement prendre comme fait saillant en termes de protection des enfants et comment on peut défendre ce qui est nécessaire à ce moment-là pour changer la législation nationale, de s'associer qu'il y ait des protections en place. Et en termes de compréhension des environnements et des opérations, en plus du cadre national, à ce moment-là, une des choses à ce moment-là que j'ai entendu aujourd'hui, c'est la compréhension des groupes organisés, comment ils fonctionnent et dans quel contexte. Et comme Gary a parlé, d'avoir un peu plus de cartographier les choses pour être utile à ce moment-là. L'information, la compréhension à ce moment-là, la structure des groupes, la direction, le leadership, les processus pour vraiment cartographier et analyser les outils que les groupes peuvent utiliser à ce moment-là dans les groupes armés. Donc, dans les deux contextes, à ce moment-là, il y a du travail initial à faire dans les deux situations et à ce moment-là, on peut vraiment étendre tout ça dans tous les contextes. Et le dernier point à ce moment-là, c'est vraiment d'apprendre comment répondre à ces enfants et premièrement, comme le point de Fernando, la donnée est la clé. Donc, de voir comment ces enfants sont associés et comment on peut, pour informer nos programmes pour eux et de regarder aux expériences des enfants dans ces conflits armés, dans ces environnements de conflits armés, de voir les réponses qui sont fournies à ce moment-là pour pouvoir, pour les enfants qui sont impliqués dans ces situations de violence armée à ce moment-là. Comme Vanessa a dit plus tôt au début, ce cadre légal sont différents et dans les deux cas, ces enfants doivent bénéficier justement d'une réponse qui est adéquate et le rôle de la famille, la communauté, la société et le travail, de la protection des enfants qui travaillent à construire des systèmes à ce moment-là dans un environnement complet pour l'enfant. Donc, la situation de l'éducation, la situation de la famille, la situation de la communauté, etc. Donc, et tout ça. Donc, à ce moment-là, on peut peut-être amener tout ça vers la communauté de pratique et de voir comment on peut apprendre de ces situations de violence armée et l'appliquer aux enfants qui sont affectés par ces conflits armés. Donc, l'idée ici de ce webinaire, c'est de promouvoir les apprentissages à travers tous les secteurs. Donc, je vais rester sur ce point-là. Je vais vraiment remercier les panélistes d'avoir partagé leurs expertises et de nous avoir aidés à faire avancer la conversation. Je vous remercie tous ceux qui étaient présents au webinaire et j'espère que vous avez trouvé ça utile et à continuer de partager vos expériences avec les uns et les autres. Merci infiniment tout le monde. Au revoir tout le monde.